Bonjour tout le monde. Salut Jean-Claude. Bonjour. D'abord, je voulais vous dire que la dernière fois que je suis venu ici pour donner une conférence, c'était en 2007. Et à ce moment-là, au moment où j'étais à la QEPA, j'étais parti d'un groupe qui était victime de ce qu'on appelle une SLAP. Savez-vous ce que c'est une SLAP? Poursuite bâillon. Poursuite bâillon, c'est-à-dire que tu as une grande entreprise qui poursuit un citoyen, un groupe écologiste, un groupe citoyen, pour l'empêcher soit de s'opposer à un projet, par exemple, ou soit tout simplement de prendre la parole. C'est-à-dire, tu veux critiquer un projet, et la compagnie veut tellement pas continuer avec le projet qu'elle va t'envoyer une mise en demeure. Et nous, c'était pour un projet qui était à Lévis, de la compagnie American Iron and Metal. Et donc, eux avaient commencé à construire un site pour lequel ils n'avaient pas eu reçu d'autorisation du ministère de l'Environnement puis de permis de construction de la ville de Lévis. Donc, nous, on a demandé, on a dû aller en cours pour demander au juge que le ministère de l'Environnement applique sa propre loi. Et quand la compagnie a reçu un avis d'infraction le lendemain, nous, le surlendemain, on a reçu une poursuite de 6 millions de dollars. Donc, les poursuites bâillons, ce que ça fait, la raison pour laquelle je veux faire une aparté, c'est les poursuites bâillons, ce que ça fait, c'est d'empêcher les gens de participer à la vie citoyenne avec des poursuites. Et le travail que j'ai fait comme écologiste, et le travail que j'ai fait comme militant, comme activiste, a fait en sorte qu'on a organisé une campagne nationale contre les poursuites bâillons, c'est-à-dire contre les poursuites qui sont indues pour empêcher les gens de s'exprimer. Et on a réussi à l'Assemblée nationale à faire adopter une loi anti-poursuite bâillons il y a 3-4 ans de ça. Et le Québec est le seul endroit au Canada et il y a 24 États américains où il y a des lois anti-poursuite bâillons aujourd'hui. Et là où je veux en venir, c'est qu'à ce moment-là, j'étais venu donner une conférence au Cégep. Et il y a des gens du Cégep du Vieux, en 2007, qui ont décidé de nous donner un coup de main, qui a même organisé un concert bénéfice parce qu'on était financièrement dans la merde. Parce que les compagnies ne veulent pas t'appuyer. Quand tu reçois une poursuite comme ça, les compagnies d'assurance ne veulent plus t'assurer. Et on a fini par trouver une compagnie d'assurance qui voulait bien nous assurer à Londres, parce qu'il n'y a plus de compagnie canadienne qui voulait nous assurer. Et ça nous a coûté 11 fois le prix que ça nous coûtait avant la poursuite. Donc ça fait partie des enjeux sur lesquels j'ai travaillé et pour lesquels je tiens à remercier les gens du Cégep du Vieux-Montréal qui ont dit on considère ce dossier-là assez important de nous donner coup. Fait que merci les gens du Cégep du Vieux-Montréal. Donc, la raison pour laquelle, justement, d'abord, comme député de Sainte-Marie-Saint-Jacques, je suis député d'ici, parce que vous êtes dans Sainte-Marie-Saint-Jacques. Sainte-Marie-Saint-Jacques est une circonscription très particulière. C'est la circonscription où est-ce qu'il y a le plus de problèmes de toxicomanie, d'itinérance, de pauvreté, de problèmes de santé mentale. C'est ici où est-ce qu'il y a la Maison du Père, Oberlin Mission, l'accueil Bonneau. Place Ligamé. C'est ici où il y a la plupart des manifestations quand il y en a une devant mon bureau, la place Ligamé. Mais je suis vraiment placé pour dire le contraire parce que j'en ai organisé beaucoup de manifs moi-même. Pour la terre, pour la paix, pour Kyoto, pour l'avenir de l'énergie. Je comprends très bien les gens lorsqu'ils décident de militer pour des causes auxquelles ils tiennent beaucoup. Maintenant, je suis rendu député et je suis rendu l'adjoint parlementaire de la Premier ministre à l'électrification du transport. Et la raison pour laquelle je suis content de faire la job que je fais, c'est que j'ai réussi à faire avancer des dossiers plus rapidement encore que j'ai pu le faire quand j'étais militant. Et le dossier en particulier sur lequel je vais vous entretenir ce soir, c'est justement le dossier où, pendant 15 ans, j'ai écrit des articles, j'ai fait des marches, j'ai écrit un livre, j'ai fait des reportages, j'avais une émission de radio, j'avais une chronique dans le devoir pour dire qu'il faudrait essayer de décarboniser le transport et se lancer dans l'électrification du transport, parce que, comme vous le savez, on est un endroit où l'électrification des transports est possible parce que de l'électricité en masse. Un, deux, parce que je ne sais pas si vous avez entendu parler d'un petit phénomène qui s'appelle le réchauffement climatique. Je pense qu'on en a entendu parler. Peut-être par moi au fil des ans.
pas être content du fait qu'on ne faisait pas notre job au Canada, au regard du fait que le gouvernement canadien est un voyou planétaire. Et je suis poli. Et donc, lorsque Mme Marois a décidé de donner le dossier de l'électrification du transport, les gens regardaient ça un peu comme si c'était une bébête ou une bébête. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Ça mange quoi en hiver, électrifier le transport? Commencez par vous dire, l'électrification des transports, ça veut dire quoi? Ça veut dire, évidemment, électrifier les transports collectifs pour qu'on ait de plus en plus de transports collectifs qui ne dépendent pas du pétrole, du diesel, pour les autobus. Mais c'est pas que ça. Électrifier le transport, c'est aussi le transport individuel pour les voitures. C'est aussi le transport de covoiturage et d'autopartage, comme un projet qui est annoncé. Je vais vous donner plus de détails tout à l'heure. Électrifier le transport, c'est aussi électrifier le transport maritime. C'est aussi électrifier le transport minier, le transport forestier, le transport de marchandises. Donc, c'est beaucoup plus vaste que ce que les gens peuvent penser a priori. Le plan d'électrification des transports qu'on a lancé, c'est pour plusieurs raisons. Je vais commencer par vous dire ce que n'est pas le plan d'électrification des transports du gouvernement du Québec, parce que il y a des gens qui ont critiqué notre plan avant qu'il sorte. Et donc, le plan d'électrification des transports n'est pas un plan d'auto-changement climatique. Il y a des gens qui ont dit, avec le plan d'électrification des transports du gouvernement du Québec, nous n'atteindrons pas nos objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre de moins 25% par rapport à 1990 en 2000. Et ils ont raison. Parce que ce n'est pas le but du plan d'électrification des transports. Ça, c'est le but du plan d'action sur les changements climatiques qui va sortir bientôt. Il y a d'autres gens qui ont dit, le plan d'électrification des transports ne fait pas son travail parce que ça n'investit pas assez dans le transport collectif. On devrait mettre plus d'autobus sur les routes et investir plus dans le transport collectif. Et les gens ont raison. Mais ce n'est pas le but du plan d'électrification des transports. Ça, c'est le but du plan québécois de mobilité durable qui va être présenté bientôt par le ministre des Transports. C'est le plan d'électrification des transports, qu'est-ce que c'est? Vous avez certainement entendu parler du fait qu'au Québec, on a un créneau où on peut être très fier. C'est le créneau de l'aéronautique. Il y a beaucoup de gens qui disent vous ne pourrez pas faire un plan d'électrification des transports digne de ce nom parce que vous n'avez pas un marché assez grand pour faire en sorte de créer une impulsion réelle au niveau de l'électrification des transports à cause que vous avez une trop petite population. Pourtant, le Québec est un des 5 plus grands constructeurs liés à l'aéronautique dans le monde. Et c'est pas comme si, demain matin, toi, était pour t'acheter un avion. En tout cas, t'en doutes. La raison pour laquelle on a développé ce créneau-là, malgré le fait qu'on a une petite population, c'est qu'on a créé une spécialité. On a créé des synergies pour faire en sorte que les entreprises, le gouvernement, les chercheurs, les scientifiques, les cégeps, les universités deviennent spécialisés dans l'aéronautique. Un autre créneau, on est devenu très bon, c'est le multimédia. On aurait pu dire, écoutez, Silicon Valley fait déjà la job, pourquoi est-ce qu'on s'en serait là-dedans? On a décidé d'aider le secteur du multimédia, que le secteur du multimédia crée beaucoup d'emplois, et je vais vous dire, en fait, la majorité des emplois sont ici dans cette Marie Saint-Jean. Si vous regardez Ubisoft, si vous regardez Warner, si vous regardez Pelmarex, il y a plein d'entreprises dans le multimédia qui sont ici. Donc, c'est possible pour une petite population, pour un peuple de 8 millions de personnes comme nous autres, de devenir bon dans des domaines de haute technologie. Moi, je suis allé dans plusieurs pays du monde, moi et mes collaborateurs, pour voir ce qui se faisait bien ailleurs. Les Allemands. On était en Allemagne. Je vais voir les Allemands pour dire dites-nous ce que vous faites en électrification de transport. Ces gens-là, ils ont 80 millions de population, 10 fois de population. Je vais vous dire ce qu'ils font bien. Ils font bien des véhicules de haute technologie, de transport collectif et de transport individuel, mais ils ne sont pas bons dans l'électrification de transport. Et ça, les gens sont étonnés quand ils entendent ça. Il y a une compagnie américaine qui s'appelle Tesla.
fait des voitures de haute gamme, des voitures électriques, qui viennent de la Californie. Et ces voitures-là ont damé le pion à Mercedes, Porsche, Audi, BMW. Pourquoi? Parce que c'est parti d'une technologie qui était axée sur l'électrification des transports. BMW, Mercedes, Porsche, Audi, eux, leur premier marché aujourd'hui, c'est la Chine. Et les Chinois, pour la plupart, qui ont les moyens, ne s'achètent pas une Mercedes, une Porsche, une BMW ou une Audi pour qu'elle soit électrifiée. Ils achètent pour qu'elle soit puissante, pour qu'elle soit prestigieuse, pour qu'elle soit luxueuse. Les Allemands ont été confrontés à ce dilemme-là. Ils ont dit, on veut bien faire des véhicules de technologie qui sont plus avancés, mais la réalité, c'est que notre marché, notre créneau, comme je vous parlais tout à l'heure, notre créneau, c'est pas l'avenir de l'électrification des transports. Ils avaient demandé de l'argent au gouvernement allemand au début du 21e siècle pour investir dans les nouvelles technologies. Et parce qu'il y avait un gouvernement, à cette époque-là, qui était le gouvernement de George Bush, le gouvernement de George Bush avait dit on va investir massivement dans le déploiement de l'hydrogène pour les véhicules, que ce soit de transport collectif ou de transport individuel. Le gouvernement allemand a donné 5 milliards d'euros aux Allemands pour faire en sorte qu'ils développent l'hydrogène. Et moi, je me rappelle, en 2004, je suis allé au pavillon des sciences, qui est dans le Vieux-Port, et il y avait des BMW d'hydrogène à cette époque-là. Et là, je suis allé voir les gens de BMW, je leur ai dit, écoutez, je comprends, là, vous développez l'hydrogène, dans combien d'années vous avez l'intention de mettre ça sur le marché? En 2004, ils m'ont dit 2025. Puis là, je leur ai dit, écoutez, je comprends, là, mais qu'est-ce qu'on fait d'ici 20 ans? Et il n'y avait pas de réponse. Puis là, je leur ai dit, voyez-vous dans la cour, les petites voitures, là? Oui. Ça, je l'ai acheté il y a 3 ans, c'est une voiture hybride, ça fait 4 litres. Mais vous autres, si vous êtes pour attendre 20 ans avant de mettre sur le marché un produit, vous allez être dans le champ. Et c'est exactement ce qui est arrivé à l'industrie automobile allemande. Les Allemands sont dans le champ. Il y a même un ingénieur allemand qui se promenait et que j'ai rencontré, à qui j'ai dit, qu'est-ce qui se passe avec votre industrie? Il a dit, on est coincé par des compagnies allemandes et les constructeurs automobiles allemands, ça représente un emploi sur 7 en Allemagne. Et ces compagnies-là ne veulent pas qu'on électrifie les transports pour la plupart. À tel point que la chancelière allemande, Angela Merkel, a dit, il y a quelques mois à peine, qu'elle opposait son veto aux nouvelles normes de réduction de consommation de carburant pour tous les pays européens. Parce qu'on dit, nous autres, les chars qu'on vend sont trop chers, trop prestigieux, trop puissants, donc trop polluants. Pour rentrer dans vos créneaux, on en veut trop. Et ça, c'est l'exemple d'un pays qui est vu comme un leader et qui, en fait, est en retard. Nous, le Québec, on ne fabrique pas de voitures individuelles. On fabrique du transport collectif, par exemple. Mais ça, à quelque chose, on dit, à quelque chose de mal répondre. C'est-à-dire que, comme on n'a pas déjà pris le pli d'un certain type de technologie au niveau des véhicules individuels ou collectifs, on part à zéro, presque. Donc, on peut partir avec une feuille blanche et dire, voici ce qu'on va créer. Une des choses qu'on a annoncées, c'est un projet qui s'appelle Nomade. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Personne? C'est important ce que je dis là. Le projet Nomade, c'est le projet d'une voiture fabriquée au Québec, avec un moteur électrique québécois, avec des batteries québécoises, avec de l'aluminium québécois, avec un design québécois, pour l'autopartage et le covoiturage. Donc, ce qu'on voit comme une auto, vous connaissez certainement comme une auto, donc ce type de voiture-là, pour le covoiturage et l'autopartage, on va développer ça au Québec. On va créer des jobs au Québec, on va créer une expertise au Québec, et on va développer cette plateforme-là qui va faire en sorte qu'on va pouvoir faire du transport collectif québécois. Ensuite de ça, vous savez peut-être qu'il y a une compagnie qui s'appelle Novabus. qui fabrique les autobus avec lesquels la ville se promène. Novabus a signé une entente la semaine dernière, ou la semaine avant, en tout cas il y a quelques jours, où j'étais, pour que Volvo, qui est une compagnie suédoise, implante au premier endroit en Amérique une technologie qui s'appelle le biberonnage. La technologie de biberonnage, ça ne mange pas l'hiver. C'est que si vous prenez des autobus diesel,
vous remplissez ça de carburant diesel et vous polluez. Donc moi, plus d'autobus diesel, je ne suis pas un fan. Les autobus 100% électriques, avec les grosses batteries, comme certains Chinois, certains autobus chinois comme BYD, proposent des autobus qui ont une technologie qui va vous donner une autonomie d'environ 200 km à 20 degrés Celsius. À moins 40, on va être à 80 km. Mais le problème de cette technologie-là, c'est que les batteries sont tellement pesantes que c'est un autobus qui transporte des batteries. Tellement lourdes que l'autobus est trop lourd pour circuler sur les routes du Québec. Ça prend un permis spécial, ça prend une dérogation tellement l'autobus est lourd. Et en plus de ça, il est tellement lourd qu'il est obligé de mettre moins de gens dans l'autobus. Donc ce qu'on va installer à Montréal, parce que Montréal va devenir la première cité de l'électromobilité en Amérique, ça va être des autobus à bibranage, c'est-à-dire que tu as un autobus avec un petit pack de batterie qui va faire quelques kilomètres et qu'à un moment donné, il va y avoir une espèce de tige qui va descendre sur le toit de l'autobus, qui va recharger l'autobus pendant 30-45 secondes. La tige s'enlève et l'autobus repart. Ça, c'est l'avenir de l'électrification des transports collectifs Montréal. Ça, c'est des nouvelles technologies qui vont faire en sorte qu'on va prendre notre électricité avec des autobus fabriqués au Québec, avec la technologie suédoise qu'on va être capable d'exporter partout en Amérique du Nord. Et ça va faire en sorte qu'on va devenir un spécialiste nord-américain. Les Américains, présentement, ce que je vous dis là, c'est un peu de technique, mais vous allez comprendre. Les Américains, présentement, ne s'en vont pas vers l'électrification des transports collectifs. Ils s'en vont vers les autobus, les transports collectifs au gaz naturel à cause de la surabondance du gaz naturel. Moi et mes collègues qui travaillent dans le domaine de l'énergie depuis longtemps, on sait que le gaz de schiste, pour nous, c'est une bulle. Donc, on calcule que d'ici 10 à 15 ans, la balloune va être pétée, puis ils vont être dans la merde. Fait que nous, on va développer ces technologies-là, et eux, qui sont préoccupés de ça pendant ces années-là, vont être pris pareil comme les Allemands, en retard, et nous, on va avoir développé une avancée technologique qui va faire en sorte qu'on va être capable d'avoir des jobs manufacturières, d'assemblage, d'expertise, de recherche au Québec québécois. L'avenir de l'économie québécoise, pour nous, un des créneaux les plus importants pour le Québec, c'est l'électrification du transport. Il y a 50 ans, il y a longtemps, René Lévesque a convaincu Jean Lesage qu'il fallait qu'on fasse la nationalisation de l'électricité. Ça s'appelait matching. À cette époque-là, les compagnies privées étrangères disaient « Vous ne serez pas capable ». En fait, ils l'ont dit en anglais. Dans la biographie de René Lévesque, c'est marqué « But René, what makes you think that you can manage Shawinigan Water and Power ?» Il disait « Vous n'avez pas les compétences, vous autres les Québécois, pour faire de l'hydroélectricité vous-même, vous ne serez pas capable. » René Lévesque a dit « Regarde-nous bien. » Et on a montré qu'on était capable de développer ces technologies-là, cette expertise-là, cette fierté-là, pour faire en sorte de développer cette expertise qui fait qu'aujourd'hui, on est un des grands acteurs dans le monde au niveau de l'hydroélectricité. Mais là, on veut faire la même chose avec l'électrification des transports. On veut faire en sorte que ça devienne un vecteur de fierté et un vecteur d'indépendance énergétique. Indépendance énergétique, pourquoi? Parce que les compagnies pétrolières, les compagnies gazières ne travaillent pas pour le bien commun. Je sais que vous êtes surpris d'entendre ça. Ces compagnies-là travaillent pour faire du profit. Et plus ça va, et moins ils en font. Vous avez peut-être été étonné d'entendre ça. Je vais vous dire pourquoi. Les compagnies pétrolières et gazières, depuis 2007, ont investi, donc on dit de l'argent des milieux financiers, 180% plus d'argent qu'il y a 7 ans. Ça veut dire qu'ils ont investi massivement pour trouver de nouvelles ressources. Ils ont commencé à investir dans le pétrole et le gaz non conventionnel. Une augmentation de 180% des investissements, ce qui est majeur, a fait en sorte qu'ils ont obtenu une augmentation de 14% des ressources. Ça, ce que ça veut dire en bon québécois, c'est qu'ils sont en train de gratter les fonds de tiroir de la planète. Et plus ça va, plus chaque
barils extraits polluent. Avant, pour fabriquer un baril de pétrole, et aujourd'hui, pour fabriquer un baril de pétrole dans les sources non conventionnelles, ça prend 10 fois plus d'énergie. 10 fois plus d'énergie pour extraire un baril de pétrole, ça veut dire que tu pollues 10 fois plus, tu émets 10 fois plus de gaz à effet de serre. Donc, on s'en va dans le mur, économiquement, écologiquement et financièrement. Donc, sachant cela, ajoutons maintenant à tout ça le fait que la recherche du pétrole dans le monde fait en sorte qu'on a des conflits. Des conflits en Libye, des conflits en Irak, des conflits en Afrique, des coups d'État, des renversements de gouvernement. Ça fait en sorte que la planète, pour le moment, est otage de l'économie qui est basée sur le pétrole. Depuis 100 ans, notre économie planétaire a été basée sur du pétrole bon marché. Ça fait des centaines de millions d'années que le pétrole se fabrique sous terre dans la planète. Et ce qui a pris des centaines de millions d'années à se former va être épuisé en 200 ans. Après ça, les gens se demandent comment ça se fait que la planète se réchauffe. C'est très simple. C'est qu'on a mis la planète sur les stéroïdes. C'est ça que ça veut dire. C'est qu'on a augmenté l'activité économique de façon exponentielle, qu'on a augmenté la pollution de façon exponentielle. Donc, nous, sachant cela, sachant que les enjeux géopolitiques mondiaux, les guerres, les conflits, les déversements comme dans le golfe du Mexique, à Kalamazoo, tout ça, ça veut dire que si on veut devenir énergétiquement indépendant, et moins vulnérables aux aléas des conflits mondiaux, et quand je dis des conflits mondiaux, des fois tu as l'impression qu'il y a quelqu'un qui pète en Afrique, ça fait monter le prix de l'essence à la pompe. Mais si on veut être moins vulnérable de ça, il faut se débarrasser, autant que faire se peut, de notre dépendance au pétrole. Et la première façon de le faire, c'est de faire en sorte qu'on consomme moins de pétrole. Et donc d'électrifier les transports. Mais aussi qu'on arrête de s'acheter des gros VUS. Je vais vous apprendre une chose. Depuis 1998, depuis les 15 dernières années, le nombre d'étudiants qui vont à l'école en voiture a augmenté de 100%. Quel pourcentage de la pollution, ça, les véhicules personnels? Ça représente, si on parle de la consommation au Québec, ça représente à peu près 28%. Après ça, il y a les camions de marchandises. Les camions de marchandises aussi consomment beaucoup et polluent beaucoup. La pollution totale, là, je parle, y compris les industries. Puis, Non, mais je parle du transport. Je parle de tous les transports. En fait, la réalité, c'est que si on prend les industries du Québec, les industries du Québec ont diminué leur pollution de leurs émissions de gaz à effet de serre d'à peu près 15% depuis 1990. Les seuls qui ont augmenté les émissions de gaz à effet de serre, c'est le transport personnel et le transport de marchandises. Donc, il faut travailler là-dessus. Sur l'île de Montréal, depuis 10 ans, le nombre de véhicules a diminué d'à peu près 400 par année. Mais ceux qui ont encore des véhicules se sont débarrassés de leur voiture et se sont achetés des véhicules utilisés à sport à raison de 40 000 de plus par année sur l'île de Montréal. Donc, il y a 400 000 véhicules utilisés à sport de plus par année sur l'île de Montréal depuis 10 ans. Parce que, comme vous le savez, ça prend un gros 4x4 pour monter à la côte ici. Ça montre qu'il y en a un problème. Il faut changer de mentalité. Il faut travailler sur le fait de dire, écoutez, là, je comprends là, que tu l'aimes ta Volvo 4x4, là, ton Cadillac 4x4, là. À un moment donné, il faudrait commencer à penser de façon plus responsable et de façon plus écologique. Prêcher par l'exemple. Et ça, c'est pas facile. Parce qu'en Amérique du Nord, faire en sorte que les gens se débarrassent de leur grosse voiture, c'est du stock. Moi, j'ai une voiture. Je suis le premier député de l'histoire de l'Assemblée nationale à me brancher de l'Assemblée nationale parce que j'ai une voiture hybride rechargeable, donc électrique. Et quand je pars d'ici, je m'en vais à Québec en train ou en autobus. Mais la réalité, c'est que je sois en train ou en autobus, ça prend du pétrole. Pour le moment, ça prend encore du pétrole. Donc, la transition vers l'indépendance au pétrole va se faire sur une période d'à peu près 30 ans. Le transport collectif électrique, il y a des gens de la STM et de la STL qui ont dit « On n'a pas besoin que vous électrifiez les transports collectifs. » Ça, c'est pas pire. Ça, c'est des gens
transport collectif ne veulent pas qu'on électrifie leur transport. Ces gens-là disent pourquoi? Je vais vous expliquer leur logique. Ils disent, nous, là, plutôt que vous mettiez de l'argent dans le transport collectif électrique, on veut que vous mettiez de l'argent dans plus de transport collectif diesel. Parce que ils ne veulent pas se casser la tête avec les nouvelles technologies. Tout ce qu'ils veulent, c'est transporter du monde. OK? Ça se tient, parce que les autres, ils disent, s'il y a des troubles avec les nouvelles technologies, nous, on est poignés avec le problème. Fait qu'ils disent, on aime mieux y aller avec des technologies éprouvées. Ça, c'est la façon polie de le dire. Moi, ma façon de le dire, c'est, dans le fond, vous préférez marcher avec des vieilles affaires de papier. C'est ça que ça veut dire. Les autobus diesel, là, écoutez, là, ça fait 80 ans que ça se promène sur les routes. Il est temps qu'on passe à autre chose. Et si nous ne développons pas le transport collectif électrique, quand ça va être développé, on va être obligé de l'importer. Là, on va avoir la niaiseux. Il faut créer des jobs maintenant, il faut être visionnaire. Donc, aux grandes dames de la STM, de la STL, de la RTL, de la RTC, de toutes les compagnies de transport collectif qui disent, nous, ça ne nous intéresse pas vraiment, merci, mais non merci. Parce qu'il y a un autre argument, il y a toutes sortes d'arguments comme ça que tu peux faire valoir. Ils disent, vous savez, la consommation d'hydrocarbures du transport collectif représente moins de 2% des émissions de gaz à effet de serre de tout le transport du Québec. Fait qu'il dit, si vous électrifiez les transports, ça ne fait pas une grosse différence sur les émissions de gaz à effet de serre. Je dis, oui, vous avez raison. Il faut développer une maudite technologie. Si on fait juste continuer à sortir d'autres autobus diesel avec des vieilles technologies polluantes, on va être en retard. Donc, on a été gentiment ferme. On leur a dit, vous allez en mettre. C'est ça qu'il faut faire. Pareil comme les gens qui disent, nous, on ne veut pas de problème pour le développement. C'est-à-dire, on aime ça, les voitures électriques, mais pas pour nous. C'est pas assez puissant. Il y en a un à qui j'ai eu une discussion extraordinaire. Un type à Sherbrooke, il dit, écoutez, moi je reste à Sherbrooke, il faut que je sois capable de monter les côtes. Je dis, vous avez quel âge? Moi, j'ai une soixantaine d'années. Je dis, où est-ce que vous avez resté toute votre vie? À Sherbrooke. Je dis, quand vous étiez jeune, vous aviez quoi, votre voiture? Ah, j'avais une coccinelle. J'ai dit, vous capable de monter les côtes? Il dit, oui. Bon, c'est quoi le problème? Je vous dis, des niaiseries, j'en entends pas mal dans ce domaine-là. Bref, le projet d'électrification des transports du gouvernement du Québec, c'est d'électrifier les transports collectifs, c'est d'électrifier les transports individuels, puis c'est de donner la chance aux patenteux, aux gosseux, aux inventifs, aux ingénieurs. Joseph Armand Bombardier, quand il a mis au point sa première motoneige, il a fait ça dans son garage. Il y a des gens inventifs parmi nous qui arrivent avec des idées de fous, mais parfois ils ne sont pas si fous. Joseph Armand Bombardier, aujourd'hui, il réussit à mettre sur pied une entreprise extraordinaire. Mais imaginez-vous donc qu'il y a 3 gars dans un garage, il y a 3 ans, qui sont mis ensemble, ils ont appelé une compagnie de bateaux. Ils ont dit, qu'est-ce que vous diriez qu'on fasse un prototype? Qu'on enlève le moteur hors bord et qu'on mette un moteur électrique avec des batteries. OK, on vous passe un bateau. Donc, on passe un bateau. Ils ont pris des moteurs de TM4, division moteur électrique d'Hydro-Québec, des batteries assemblées au Québec, un système de gestion de puissance de Saint-Jérôme. Ce moteur-là, ce bateau-là, est d'une telle performance qu'il est homologué pour le mondial de ski nautique qui a lieu cette année. Ça, c'est 3 gars dans un garage. Il y a un gars sur la Rive-Sud, avec quelques de ses amis, 4 ou 5 gars dans un autre garage, qui ont mis au point une moto électrique d'autres performances. Design québécois, moteur québécois, batterie chinoise. Ça, on va régler ça. Et cette moto-là, un gars dont Saint-Jérôme qui va présenter ça. Donc, c'est pour laisser aussi la place à l'imagination. Pour l'avenir du transport, là, il faut penser à l'extérieur de la boîte, comme on dit. Il faut penser autrement. Il faut penser le transport autrement. On a une compagnie qui est venue nous voir et dit, les véhicules mini, on va vous les faire avec des moteurs électriques.
Mais ça fait partie des projets sur lesquels on travaille. Il y a 2 semaines, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, on a annoncé les autobus scolaires électriques. Il y a des milliers d'autobus scolaires à Montréal. Puis c'est pas un problème à Montréal. C'est pas un problème au Québec, un autobus scolaire. Qu'est-ce que l'autobus scolaire fait le matin? Il va chercher les enfants. Il conduit à l'école. Après ça, l'autobus reste là pendant des heures. Puis le soir, il retourne les reporter. Mais cette compagnie-là, qui est une compagnie de Saint-Jérôme, on est en train de travailler sur le prototype pour faire en sorte que cet autobus-là soit 100% électrique, avec une technologie québécoise. Et ça, on va devenir les premiers en Amérique à avoir des autobus scolaires électriques. Technologie non polluante, parce que vous ne le savez peut-être pas. Les autobus scolaires diesel, ils sont fait des tests de pollution atmosphérique à l'intérieur des autobus pour les enfants. Ils se sont rendus compte que c'était excessivement toxique. Fait qu'en développant ça, on va faire en sorte quoi? D'aider la santé des enfants. Puis aussi, de développer cette expertise-là. La pollution atmosphérique tue prématurément chaque année dans la région de Montréal plus de 2000 personnes. La pollution atmosphérique, c'est dû à quoi? Oui, c'est dû à l'industrie, mais c'est aussi dû beaucoup à l'automobile et au camion. Est-ce que vous avez des pourcentages, je suis sûr que vous les connaissez mieux vos statistiques que moi, mais en proportion de gaz à effet de serre au Québec, au Canada, peu importe, c'est quoi la part du transport de particuliers? C'est quoi la proportion de l'agriculture conventionnelle? C'est quoi la proportion de l'industrie polluante? C'est quoi ces proportions-là? Ça donnerait une bonne idée de... En fait, la majeure partie de la pollution atmosphérique au Québec est maintenant due au transport. C'est plus de 50%. Okay. La majeure partie des émissions de gaz à effet de serre au Québec est due... C'est dû au transport, c'est 41% des émissions de gaz à effet de serre au Québec, c'est le transport. Donc, on se retrouve dans un contexte où, justement, il y a des contextes État par État, pays par pays, province par province. Et le Québec est un pays, justement, à cause du fait que notre électricité vient principalement de l'hydroélectricité et de l'éolien. Ça fait en sorte que notre principal émetteur de gaz à effet de serre, c'est le transport. Et nos émissions de gaz à effet de serre en transport depuis 1990, plutôt que de baisser, ont augmenté de 30%. Et ça, c'est pas un secret, entre 1998 et 2008, la population du Québec a augmenté de 6%. Le nombre de véhicules immatriculés a augmenté de 31%, soit 5 fois plus. Ce qui nous ramène à la discussion que j'avais tout à l'heure avec vous autres, quand je vous disais qu'il y a de plus en plus de jeunes qui vont à l'école en voiture. Ma soeur est prof. Des fois, j'arrive à l'école, puis il n'y a plus de place pour les profs pour se stationner parce que les étudiants prennent les places des professeurs. Je sais que c'est pas un problème, probablement, au Cégep du Vieux-Montréal, mais elle, comme elle enseigne à Sainte-Agathe, je peux te dire que c'est pas mal en genre. En fait, c'est pas vrai, elle enseigne plus à Sainte-Agathe, elle est rendue à Nunavut depuis 3 ans. Depuis 3 mois, c'est-à-dire. Et c'est pour un motoneige. Ça, c'est autre chose. Bref, l'électrification du transport, c'est pour faire en sorte de diminuer notre dépendance aux énergies fossiles, de diminuer notre dépendance aux pétrolières. Et c'est aussi pour faire en sorte de diminuer notre dépendance géopolitique à l'énergie qui vient de l'étranger et qui peut faire en sorte qu'on se rende vulnérable. L'indépendance énergétique liée à l'électrification des transports. Pour faire en sorte qu'on développe des technologies, des emplois, de la recherche qui vont être plus vertes. Et ça va être aussi pour faire en sorte de développer notre indépendance économique. Pourquoi l'indépendance économique? Pour qu'il n'y ait plus personne qui nous fasse chier quand on va faire notre indépendance politique. Parce que je l'ai trop entendu, cet argument-là, au fil des ans, vous n'avez pas les moyens, on est en train de se donner. C'est pour ça qu'on travaille sur l'indépendance énergétique et qu'on travaille sur l'électrification du transport. C'est pour notre fierté, c'est pour notre environnement, c'est pour nos jobs, pour notre expertise, c'est pour notre indépendance. C'est grâce à ça qu'on va faire en sorte de bâtir un Québec plus vert, on va moins dépendre du pétrole, on va moins polluer. C'est aussi simple que ça, mais c'est tout à fait l'avenir du Québec. Je vous remercie. Des questions? Le pétrole, il sort bitumineux, lui. Il arrive quoi avec ça, là? C'est de la merde, le pétrole qui sort bitumineux.
Le pétrole en Anticosti puis en Gaspésie. Là, il n'y a pas de signification en même temps. Pétrole et sable bitumineux. OK? Moi, je veux dire une chose. Ça fait partie des choses qui me déplaisent souverainement. Et je dis souverainement de façon très claire, avec le fait qu'on est encore dans le Canada et qu'à cause de ça, il y a des juridictions dans lesquelles on est pogné. Quand on parle d'assurance chômage, quand on parle de Cour suprême, et quand on parle de pétrole interprovincial, c'est de juridiction fédérale. Donc, le pipeline, si tu veux parler du pipeline Enbridge, c'est un dossier de juridiction fédérale. Fait que la compagnie peut se sacrer de nous autres parce que ça passe entre les frontières. Donc, une fois qu'on sait ça, on fait quoi? On demande à la compagnie de montrer patte blanche parce que leur bilan n'est pas bon. Ils n'ont pas un bon bilan, je m'excuse. OK? On leur demande des garanties parce que ça ne nous tente pas d'avoir un autre MMA. OK? Je pense que c'est clair. T'sais? Et on demande des garanties de sécurité, des garanties environnementales parce que justement, on a vu qu'il y a des compagnies qui n'ont pas les moyens de payer quand arrive une catastrophe, puis il y en a d'autres qui ont les moyens de ne pas payer. Comprenez-vous ce que je veux dire? Quand est arrivée la catastrophe avec Lac Mégantic, MMA n'a pas les moyens de payer, puis Canadien Pacifique a dit nous autres, ça ne tente pas de payer. On s'en rend compte. C'est pas une question d'argent. Pardon? Oui, mais l'affaire, c'est que, écoute, la réalité, là, c'est qu'il y a des compagnies comme ça pour qui c'est une question d'argent, point. Et c'est pour ça que nous, ça nous prend des garanties. Et c'est pour ça qu'on va demander des garanties à la compagnie. Mais l'affaire aussi, c'est que c'est pour ça aussi que je veux faire l'indépendance, qu'on arrête d'être pogné par ces contrats-là, ces contraintes constitutionnelles-là qui font en sorte que le gouvernement fédéral a donné leur autorisation à MMA, pas à MMA, mais à Enbridge, de renverser le flux de pétrole. Mais le gouvernement fédéral, du même souffle, avait fait, il y a une couple d'années, dans un projet de loi qui s'appelle C-38, avait diminué les contraintes environnementales et les contraintes de sécurité pour le ferroviaire et pour les pipelines. Fait que là, c'est l'heure des comptes. Aux États-Unis, il y a un programme qui s'appelle Superfund. Connaissez-vous Superfund? Le Superfund, ce que c'est un fonds où les compagnies mettent une part dans un pot, puis s'il arrive une catastrophe, le Superfund est là au cas où. Moi, je pense que le fédéral, il faut leur demander un Superfund comme aux États-Unis. Aux États-Unis, autant que je sache, c'est pas tellement des socialistes. J'ai été capable de mettre un pot en place pour que les gens puissent justement avoir ce fonds-là en cas de catastrophe, je pense qu'on peut demander à l'affaire au fédéral. C'est de votre juridiction, bien, asti, mettez vos culottes, puis mettez le Superfund. Puis la nature, elle? La nature. Tu payes pour les dégâts causés Oui. matériels, mais la nature, l'environnement, dans tout ça, qu'est-ce qui se passe avec ça? C'est assez pitoyable. Hein? Je suis tout à fait d'accord. La garantie, elle ne protège pas, là? Non, tu as raison. Tu as absolument raison. C'est quoi la solution? La Dire qu'elle a solution? raison ou en offrir une? D'une seconde. Qu'est-ce que tu as dit? C'est quoi la solution? La Parce que là, solution? genre, tu dis c'est pitoyable, mais comme... La solution, c'est de faire en sorte qu'on se débarrasse aussi rapidement que possible de notre dépendance au pétrole, qui pétrole est sur pathologique. Vous me posez 3 questions en même temps, alors j'ai une question à la fois. Je suis contre toute exploitation pétrolière. Le problème, c'est qu'on a 6 millions de véhicules qui se promènent au Québec et c'est pas parti pour diminuer. OK? C'est pour ça que je suis le premier député à l'Assemblée nationale qui branche son char à l'Assemblée nationale. C'est pour ça que je prends le transport collectif, autobus, train, pour ça que je me promène en Bixi à Montréal. Mais demain matin, là, il n'y en a pas de solution à court terme. C'est clair même. Il n'y a pas un pays dans le monde qui est parti pour se débarrasser de sa dépendance au pétrole avant 30, 40, 50 ans. C'est ça la triste réalité. Puis ça me fait chier. Parce que ça fait des années que je plaide pour faire en sorte qu'on diminue notre dépendance au pétrole. Et dans le transport, c'est exactement le contraire qui s'est passé. Je vais vous donner un exemple.
qui me met en colère. En 2010, il y a eu la catastrophe. La catastrophe dans le golfe du Mexique. Vous en avez certainement entendu parler. OK? On est en pleine crise économique. Et là, si vous regardez CNN, vous voyez 24 heures par jour du pétrole qui sort du golfe du Mexique. Et là, moi, je regarde les statistiques de vente de véhicules automobiles. Depuis le début de la Deuxième Guerre mondiale, OK? En 2010, c'est l'année où il s'est vendu le plus de camions et de véhicules utilitaires sport depuis la Deuxième Guerre mondiale. Il s'en est vendu plus que des voitures. Alors que tout le monde trouvait ça bien écœurant que le pétrole sorte du golfe du Mexique. Tout le monde allait chercher des trucks. Calvaire. Fait que c'est ça, la réalité. Ça me met en colère et je voudrais que le monde arrête de se promener des hosties de VUS sur les routes. Mais on est pogné avec ça. On est pogné avec du monde, des citoyens, des bons pères de famille, des bonnes mères de famille, des individus qui ne veulent pas l'entendre. Fait que c'est ça, la réalité. Et que le pétrole vienne de l'Ouest, qui vienne du Québec, qui vienne d'Afrique, qui vienne du Venezuela, il va y avoir des déversements. Il va y en avoir par bateau, il va y en avoir par pipeline, il va y en avoir par train, il va y en avoir partout. C'est clair. Pourquoi? Parce que notre économie est basée sur le pétrole. Fait que, on est pogné dans ce contexte de fou-là. C'est simple de même. Fait qu'il faut commencer par arriver avec un programme, comme j'ai travaillé des mois et des années là-dessus, pour électrifier nos transports. Pour faire en sorte qu'on utilise plus le transport collectif. Il faut qu'on électrifie aussi le transport collectif. Fait que c'est ça dans quoi on est pogné. Ça me fait chier de te dire ça, mais c'est ça la réalité. Toi, vas-y en arrière. D'abord, j'aimerais, pour les prochaines questions, mettre en fil ici. Si j'ai bien compris, la solution, c'est de remplacer la dépendance au pétrole, faire une dépendance au lithium puis aux autres minéraux qu'il y a dans les batteries de voitures électriques. Ce sont des minéraux super toxiques, puis qu'une mine, c'est super dégueulasse. Puis si on parle d'être d'indépendance, de prendre nos propres ressources, nos mines sont situées où? Sur des terres autochtones. Fait qu'en plus, on va aller sur les terres autochtones, voler leurs ressources, juste pour remplacer une dépendance par le monde. Non, t'as rien compris. Comme, excuse-moi, non, mais tout le long de la présentation, j'ai parlé de voitures électriques. J'ai parlé de transport collectif, transport individuel, transport de marchandises. C'est tout électrique. Oui. Et qu'est-ce que tu te dis? Avec des batteries. Oui. Avec du lithium. Non, pas tous. Ben, entre autres. Entre autres. Ça, c'est une des solutions. Oui. Puis comme dans toutes les batteries, c'est tous des matériaux de marbre. Non, c'est faux. Ben, Non, mais écoute, si tu veux m'entendre, ouais. tu connais ça du lithium R? Honnêtement, non. Voilà, exactement. Mais Lithium lithium titanate. OK? Ça, c'est des batteries qui sont développées à l'IREC, juste ici à Boucherville. OK? À la Varenne, en fait. Ça, c'est des technologies pour faire en sorte que, un, le lithium soit réutilisé, et deux, que les matériaux ne soient pas des matériaux, justement, qui sont de type polluant. Et ça vient de l'IREC à Varenne. OK? Donc, c'est pour faire en sorte, justement, de diminuer l'empreinte écologique et de faire en sorte que ces batteries-là soient plus facilement fabricables. C'est dans cette direction-là qu'on s'en va. Mais aussi, il n'y a pas juste l'électricité, il n'y a pas juste l'hydrogène, il y a d'autres types de transport. Parce que si on prend tout ce qu'on appelle le transport collectif urbain, tu n'as pas besoin de batterie. Le métro n'a pas besoin de batterie. OK? Vous avez des barrages. Oui. Puis un barrage, ça fuck tout. Disons les poissons, les saumons, qui veulent circuler dans les rivières, comme le barrage de la Romaine. Ça fuck totalement l'écosystème. Donc, on va arrêter d'utiliser de l'électricité des barrages, qui sont déjà construits, pour lesquels on est en surplus. Qu'est-ce que tu veux être? Il n'y a rien. Non, je veux juste te poser une question. Ouais. Ouais, il y a plein de questions. De l'éolien, est-ce que tu es contre ou pas? Ben, il y a des problèmes aussi, là. Parce que les oiseaux, vu que les éoliennes sont dans les mouvements aussi
Ouais. OK. Regarde, non, mais je vais finir ça là-dessus. Ce que tu me dis, là, il y a énormément de préjugés dans ce que tu me dis, OK? Puis je vais commencer par les éoliennes. Les oiseaux qui meurent. Non, écoute. C'est un peu, là. Dans les barrages, dans les méga barrages, OK? On n'en construira pas d'autres, on n'est pas parti pour ça. Un. Deux, l'éolien, là, les oiseaux, effectivement, il y a des oiseaux qui meurent contre les éoliennes. Il y en a à peu près 100 fois moins que contre les bâtisses. OK? Non, mais ce que je te dis, c'est que on est dans un monde où ça prend de l'énergie pour vivre. OK? Au Bangladesh, ils sont 160 millions de personnes. OK? Leur capacité électrique est de 4000 MW. On est au Québec, on a 45 000 MW d'électricité, puis on a 8 millions. OK? Ces gens-là ont des problèmes de pollution monumentaux. Pourtant, il n'y a pas de grand barrage. Ils n'ont pas d'éoliennes. Ils sont poignés de quoi? Avec du gaz et du pétrole pour s'alimenter. Ça, là, c'est autrement pire. OK? Donc, si tu veux être éclairé ici, on a des choix à faire. Si on fait du solaire, ça a un prix. Le solaire photovoltaïque est très énergivore et très polluant. Je conviens avec toi que l'hydroélectricité, les grands barrages, on n'est plus là. On les a fait, on en a assez. Non, on a déjà annoncé. C'est-tu un méga barrage, Val-Jalbert? Oui, je suis d'accord avec toi. C'était rien que de moi, on ne l'aurait pas fait. On a annulé 50. Oui, je suis d'accord avec toi. Écoute bien, on ne fait pas juste des bons coups, là. On a fait un petit paquet pareil. On a arrêté le nucléaire, on a arrêté l'amiante, on a arrêté les barrages. Donc, ça fait partie de ces choix qu'on fait. Mais les choix, on les fait collectivement. C'est tout belle chose, ça coûte des jobs. Quand tu arrêtes Gentilly 2, ça coûte des jobs. Il y a ça aussi à quoi il faut que tu penses. Ça veut dire que nous, on a le fardeau de la preuve de redonner des jobs à ces gens-là, et ça ne se fait pas facilement quand les clients s'y. Donc, le dilemme aussi est là. Autre question. Pour tous, qui est un plan du Parti québécois. Ouais. Et ensuite, juste nous dire qu'est-ce que vous allez faire une fois qu'on a changé toutes les voitures, les autobus pour du transport collectif et électrique. Qu'est-ce qu'on fait avec les anciennes voitures, les anciens autobus? Est-ce qu'on les exporte dans d'autres pays comme le reste de nos déchets? Sinon, c'est quoi les solutions? OK. Ben non, pour toi, je t'en parlerai pas parce que je ne suis pas un spécialiste de ça. Il faudrait que tu en parles de ça avec Martine Ouellette ou avec Luc Ferland. Ils sont des spécialistes de ça. C'est normal. OK? Pareil comme tu m'as demandé de te parler de santé. Pas fort là-dedans. Pour ce qui est des autobus, pour ce qui est des voitures, ça va se faire de façon graduelle. Un parc automobile au Québec, la durée de vie, ça prend à peu près 14 ans. Donc, ces voitures-là, graduellement, vont se retrouver au recyclage, comme le reste des autres voitures le font depuis des générations. Et donc, on ne les exportera pas. Ils vont rester ici. Et les nouvelles voitures électriques vont-elles durer plus longtemps que les anciennes? Ou est-ce Oui. qu'on va continuer un Plus développement? longtemps. Non, plus longtemps. Ah oui. Environ. Ben écoute, moi je vais te dire honnêtement, moi je me suis acheté une voiture hybride en 2001, ça fait 13 ans que je l'ai. Elle est encore très bonne, puis la fille à ma blonde va la conduire bientôt. Puis c'est des voitures qui demandent moins d'entretien, qui polluent moins, et qui font en sorte justement que tu te retrouves avec moins de GS, moins de gaz à effet de serre, moins d'entretien, puis aussi moins de profit pour les garagistes. Une chose en tête. C'est quoi ton drapeau? Écolo Ah ouais? OK. Fait que, ma question c'est que, ben souvent, genre quand tu parlais comme aluminium québécois pendant notre conférence, il y a comme minerais québécois comme tu l'as aussi là. Ouais. Mais comme, si vous avez parlé d'une bulle de pétrole qui va éclater, j'ai une bulle de pétrole de comme d'eau. Ouais, mais là en fait, c'est plus complexe que ça, là, mais je veux dire, on parle du gaz de schiste qui est une bulle. Ouais. Mais le pétrole, c'est pas une bulle, c'est plus un rhume. Ouais, Tu vois la différence? Mais comme, à un moment donné, genre, le minerai, il finit aussi, genre. Fait qu'il y a aussi une espèce de comme, spéculation que, genre, le minerai peut-être... En fait, c'est qu'il y a du minerai qui est réutilisable. Le fer, justement, quand on parle de fer, l'acier, on le recycle et on le réutilise pour fabriquer d'autres voitures et d'autres produits. Ça prend de l'énergie pour ça. Tu as absolument raison. D'où- Et je veux dire, là où on va s'entendre, là, c'est pour dire qu'on en achète pas mal trop de cochonneries pour rien. Le premier moyen pour nous autres de diminuer nos émissions de gaz à effet de serre, nos émissions polluantes, là, c'est d'arrêter d'acheter un paquet de cochonneries. C'est pas juste des chars.
C'est 18 paires de souliers, puis un paquet de vêtements, puis un paquet d'ordi, puis un paquet de lunettes. Tout ça, ça prend de l'énergie. Mais ça, quand je vois ce que j'ai vu avec Black Friday la semaine passée, là, je pense qu'on n'est pas rendu là. Je suis d'accord avec vous, mais comme, ça c'est comme racheter la faute sur comme, le monde foncier. Non, c'est pas acheter la honte sur... Non, 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 je sais, mais comme les grosses compagnies, c'est comme celles qui polluent pas nécessairement l'eau, puis comme... Non, c'est tout le monde. C'est tout le monde. C'est les compagnies et les individus. Non, ouais, je sais, mais comme... OK. D'accord. Monsieur Breton, dans le temps que vous étiez militant chez Maître chez nous, je sais que vous aviez une position assez ferme afin qu'il y ait un moratoire total sur antispécistes, entre autres. Et maintenant, là, ils ont eu un permis d'exploitation et d'exploration pétrolière. Non, ils n'ont pas reçu leur permis d'exploitation pétrolière. Ok, d'accord, je m'excuse, mais l'exploration aussi. Alors, c'est sûr que présentement, le gouvernement québécois est en train de potentiellement aller vers l'exploitation. Il n'y aurait pas moyen de laisser le pétrole qui est là en dormance et qui est vraiment un moment stratégique et nécessaire. On l'utilisera, mais comment faire un virage plus rapide? Et peut-être, si je peux rajouter une petite question, est-ce que vous iriez jusqu'à la privatisation d'Hydro-Québec pour mettre l'électrification des transports en place? Jamais. Avec Pierre-Carl Péladeau à la tête que vous avez nominé là? Non, jamais. Moi, je peux te dire que j'en ai parlé avec tous les gens du Parti québécois et avec Pierre-Carl Péladeau. Il est hors de question de privatiser au Québec. En fait, moi, ce que je veux, c'est qu'on redonne vraiment Hydro-Québec aux Québécois. Parce que présentement, je n'ai pas l'impression que c'est vraiment le cas. Pour ce qui est d'Anticosti, Anticosti, c'est un dossier sur lequel j'ai travaillé depuis des années et pour lequel je ne suis pas content de la chose de la manière dont les choses se font. Okay? Et je vais vous dire, présentement, il y a des recherches exploratoires qui se font sur Anticosti. Il y a beaucoup de gens qui plaident pour qu'on laisse Anticosti dans l'état actuel. Et il y a de l'exploitation, il y a de l'exploration qui se fait aussi en Gaspésie, puis il y en a qui se fait des tests à Old Harry. Vous connaissez certainement Old Harry. Okay. Moi, ce que je dis, c'est que c'est le choix du peuple québécois. Le peuple québécois, là, doit dire, on veut ou pas exploiter le pétrole du Québec, mais il faut qu'on soit cohérent. Parce que pour le moment, on n'arrête pas d'en prendre de plus en plus. Le pétrole de MMA, mégantique, ça fait partie de ce pétrole-là. Je ne sais pas si vous avez eu l'augmentation du nombre de wagons de train qui se promènent sur les routes du Canada pour transporter du pétrole. Mais ça, c'est parce que, justement, on augmente notre consommation de pétrole. Et que c'est de plus en plus polluant. Donc, moi, c'est rien que de moi, le pétrole de l'Ouest, il n'y en aurait pas. Okay? C'est rien que de moi, c'est ça. C'est pas rien que de moi, c'est le gouvernement fédéral qui décide au-dessus de notre tête. Il y a 1 an, j'ai dit la chose suivante. Comment ça se fait que le gouvernement fédéral va nous faire accepter un projet d'oléoduc sur notre terrain, sans qu'on ait notre mot à dire d'un point de vue économique et écologique? On est-tu mal chez nous ici? La réponse, c'est quoi? On n'est pas mal chez nous. C'est ça que ça veut dire. Avec Alexandre Cloutier, qui aurait un certain pouvoir avec votre stratégie d'indépendance souverainiste. Regarde, s'il y a un gouvernement dans l'histoire du Canada qui s'est sacré des Québécois de façon assez claire, je pense que c'est le gouvernement conservateur actuel, quand on leur parle d'assurance chômage ou quand on leur parle de droit à l'autodétermination, quand on leur parle de quoi que ce soit, ils se sacrent de nous autres. J'ai même l'impression qu'ils se font du capital politique en se sacrant de nous autres. Fait que ça, c'est enrageant. Fait que, bref, le dossier d'Anticosti, là, pour moi, c'est un dossier où on va décider ensemble qu'est-ce qu'on fait avec. Si on l'exploite ou pas. Parce que si on exploite Anticosti, ça va faire des dégâts environnementaux. Si on exploite en Gaspésie, ça va faire des dégâts environnementaux. Si on exploite Old Harry, ça va faire des dégâts environnementaux. Mais le pire avec Old Harry, c'est qu'on l'exploite ou pas, il va y avoir des dégâts environnementaux parce que les Terre-Neuviens vont l'exploiter. Ça veut dire qu'on va avoir les risques sans les bénéfices. Mais si on n'exploite rien, il va y avoir des dégâts environnementaux. Parce qu'on va le prendre de bibier, d'un bateau.
d'un train. Pourquoi? Parce qu'on est accro au pétrole. C'est ça, la maudite réalité. C'est ça qui me fait chier de venir vous dire ici aujourd'hui. Et c'est ça pourquoi j'ai travaillé tellement fort pour faire en sorte qu'on ait un vrai plan d'électrification des transports. Prochaine question. Parler beaucoup de diminuer la consommation excessive, de 30% de moins d'importer des cochonneries de Chine, etc. Est-ce que vous seriez contre la croissance? Je suis contre la croissance de la consommation et de la production, et je suis pour la croissance des services. C'est définitif que le PQ a une position pour la croissance, pour le développement de l'industrie, si on prend un portrait global du bilan du PQ, n'a pas vraiment une considération pour l'aspect écologique qui prend le dessus sur tout le reste. C'est même très souvent relayé au second plan. La preuve, c'est qu'on parle de développer le pétrole sur Anticosti, qu'on parle de développer le pétrole en Gaspésie. Et par une technique qui, d'ailleurs, je le rappelle, est le fracking, qui est sensiblement la même que la technique pour extraire les gaz de schiste, que, bon, probablement que ça a dû être un bon move politique de dire qu'on était contre les gaz de schiste à un certain moment où il y avait une certaine grogne populaire. Mais là, comme tout le monde, ça a l'air qu'ils sont pour le développement du pétrole. Oui, le PQ est pour... C'est là de péter sa coche. Je pétais ma coche. Alors, après ça, je vais péter ma coche moi aussi. C'est la chance quand même. Alors, si on développe le pétrole par fracking, de la même façon qu'on développe le gaz de schiste, comment on peut espérer trouver une cohérence là-dedans, puis un plan énergétique qui fait du sens, quand on dit d'un bord une affaire parce que ça fait notre affaire au niveau de la population, puis de l'autre bord, on dit exactement l'inverse pour développer le pétrole avec les mêmes techniques bâtardes qui vont scraper l'environnement, qui vont polluer les nappes phréatiques, puis qui vont faire des problèmes aussi graves que les problèmes liés au gaz de schiste. Gaz de schiste qui d'ailleurs continue à s'implanter puis à explorer en ce moment dans les bois-francs. Je m'excuse, mais il y a je connais des gens qui habitent dans les bois-francs qui savent qu'il y a des compagnies gazières qui viennent explorer. Il y a la même chose exactement qui se passe à Gaspé en ce moment. Il y a Petrolia qui, de façon illégale ou pas, je ne sais pas, probablement pas, mais qui est en ce moment en train d'envoyer des camions d'exploration, de forer des trous pour examiner la présence de pétrole, et il y a des photos de ça qui vont être probablement diffusées sous peu. OK. Laisse-moi maintenant péter ta coche. OK? Tu dis que le PQ se sac d'environnement, grosso modo? Quand même, OK. Est-ce que tu réalises que, en fermant Gentilly 2, on a fait chier beaucoup de monde à Trois-Rivières et à Bécancour? OK. Est-ce que quand on a dit... Mais vous avez fait plaisir à bien d'autres mondes ailleurs dans la province. C'était donc un bon move politique, I guess. Non, c'était pas un bon move politique. Je peux te le dire, là, c'était pas un bon move politique. C'était un mot courageux. Ça te fait chier de le dire, là? Mais c'est vrai. OK? Quand on a arrêté l'amiante à Thetford Mines, j'ai reçu des menaces de mort. OK? C'est ça, voilà. Là, tu commences à comprendre. OK? Bon. Quand on a décidé, OK, de faire un moratoire sur l'exploitation de l'uranium, et qu'on dit on va faire un badge générique sur l'uranium, on a fait chier du monde. On a une poursuite contre nous autres. OK? Quand on a décidé d'augmenter de façon importante, en fait, de dire qu'on va doubler le nombre de voies réservées à Montréal pour les véhicules de transport collectif, on a fait chier du monde. Tu as entendu parler de la façon dont on est accueilli à Québec? Le maire Labaume et les voies réservées? Puis transport collectif? Les journaux de Québec, tu vas voir, c'est éclairant. Quand on a décidé, OK, de se lancer dans l'électrification des transports, je peux te dire... Non, c'est faux. Il y a des annonces qui ont été faites. Il y a des projets qui sont lancés. Ils sont pas faits encore. Ben écoute, il faut bien commencer quelque part. Et avant le temps que ça a pu développer le film, là, on sait que les projets gouvernementaux ont la légère tendance de cette tendance. OK? Ben, moi, je vais dire une autre parenthèse. Cet été, je n'ai pas pris de vacances ou presque pour développer le transport électrique. OK? On a fait une annonce pour le projet Nomade, déjà. On a fait une annonce pour les autobus scolaires. Ah oui, mais une annonce, c'est ce que ça veut dire? On leur donne l'argent et ils développent l'autobus. Il faut commencer à quelque part, c'est ça. Oui, ben, tu vas avoir le temps de voir parce que tu es jeune. Qu'est-ce que je sais que le PQ a fait une autre annonce pro développement pétrolier au Québec? Oui, je sais. Oui, c'est sûr. Mais l'affaire, c'est qu'il y a 6 millions de chars sur les routes du Québec.
Fait que nous autres, on veut que les gens diminuent leur consommation de pétrole. Les gens ne veulent pas. Est-ce que vous savez combien ça représente la quantité de pétrole qui est en ce moment enfouie au Québec? En pourcentage de la consommation énergétique de pétrole du Québec, c'est quelque chose comme quelques jours. Là. On va jamais devenir indépendant au niveau du pétrole avec ce qu'on a. Là, c'est des peanuts. C'est comme vous dites, tantôt, c'est le fond des tiroirs énergétiques. T'as raison. Bon. Et c'est pour ça qu'il faut amener les faits devant tout le monde. Et c'est pour ça qu'avant de se lancer à fond pour... Des mots démagogiques politiques. Ben là, toi, t'en fais plusieurs mots démagogiques en passant dans ce que tu me dis. OK? Moi, ce que je te dis, c'est que les gens, au Parti québécois, il y en a beaucoup qui disent si on exploite le pétrole, ça va aider notre balance commerciale. Avant de dire, OK? Avant de dire c'est super bon, c'est l'avenir du Québec, et avant de dire il n'y a rien à faire, on va commencer par regarder les faits. Puis les faits, c'est que c'est vrai, tu as raison, ça va avoir un impact écologique. C'est vrai. Mais l'affaire, c'est que tant que le monde va continuer à se promener en char dans la rue, là, on est pogné avec ça. OK? Pour qu'on en développe plus, alors, si on est pogné avec et qu'on veut s'en... OK? Fait que bref, non, mais regarde, pourquoi on a développé plus? L'idée, c'est de faire en sorte de respecter notre engagement, de diminuer notre consommation d'hydrocarbures. En exploitant plus, c'est une logique. Non, ta logique, elle n'est pas implacable. Je vais te dire une chose, OK? Le pétrole, d'où qu'il vienne, c'est fait pour être consommé. Pourquoi on part d'autres projets, alors? C'est absurde. Écoute-les donc parler. Écoute-moi donc parler. La raison pour laquelle je te dis ça, c'est que si on prend le pétrole d'ici, OK? Moi, j'ai demandé qu'on ait un engagement de toute manière de diminuer de 30 notre consommation de pétrole dans les transports d'ici 2020, 50 d'ici 2030. C'est ça sur quoi je travaille. C'est ça ma job présentement. L'électrification des transports, c'est pas pour 2015, pas pour 2018, c'est 2020-2030. Ça va être comme ça qu'on va diminuer notre empreinte écologique. Fait que le débat sur le pétrole du Québec, il est entier. Je suis d'accord avec toi, ça va être de la merde. En bon québécois, ça va être de la merde. Mais la réalité, c'est que ça va être de la merde d'où qu'ils viennent. C'est ça la réalité. Merci pour la question. Monsieur Breton Oui. va devoir partir bientôt pour aller prendre son autobus. Il est-tu électrique? Non, il n'est pas justement. Les autobus à transport interurbain ne sont pas encore électriques. Il a donc le temps juste... Non, mais regarde, je vais le prendre demain matin. On va finir ça. Vas-y. Ben, d'abord, je tiens à vous remercier d'être ici. On voit comment votre présence suscite vraiment l'intérêt. Ouais. Moi, ma question, ça touche le point sur la consommation justement de véhicules, des VUS, des gros véhicules polluants qu'on dit qu'il faut réduire parce que c'est ce qui est aberrant dans la consommation. C'est pas quelque chose, mais ça fait partie de C'est justement acheter ces véhicules-là, puis la croissance de cet achat de véhicules-là continue toujours. Mais quelles mesures est-ce qu'ils peuvent être prises pour... Du Japon d'ailleurs, ce qui ici ne favorise pas la créativité des ingénieurs québécois, puis en plus, tu donnes de l'argent pour détériorer la balance commerciale, parce qu'au bout du compte, les gens vont acheter des trucs au Japon, en Chine ou ailleurs. Oui, c'est une bonne question. OK. La raison pour laquelle on veut encourager l'achat de voitures électriques, hybrides rechargeables ou hybrides, c'est pour faire en sorte de créer une masse critique de véhicules individuels, collectifs et spécialisés au Québec, pour faire en sorte d'attirer des entreprises qui sont dans ce domaine-là au Québec et pour faire en sorte que nos technologies entrent dans ces voitures-là au Québec. Et donc, nos moteurs, nos batteries. Il y a des choses que je ne peux pas vous dire pour le moment, qui vont être annoncées bientôt, même si ça ne semble pas suffire aux yeux de notre ami là-bas. Des choses qui vont être annoncées bientôt, justement parce que les gens, les entreprises de partout dans le monde, voyant qu'on est sérieux en matière d'électrification de transport, vont venir s'installer ici, pour créer des jobs ici, pour intégrer nos technologies ici dans des produits d'un peu partout dans le monde. Donc, c'est ça la raison. OK, une plug très rapide. Puis nos parents de plug, les prises de courant, les bornes, ça va être des bornes québécoises. Oui, dans les années. Yes. Okay. Alors, une plug très rapide, c'est même si j'ai parlé d'économie, je suis membre du mouvement québécois pour une décroissance conviviale avec Serge Mongeau, et je vois qu'il y en a plusieurs qui semblent intéressés ici, alors joignez le groupe. Au HEC, cet automne, il y a eu le premier cours au Québec sur ce sujet-là, fait par Yves-Marie Abraham, qui passe pour un martien. Oui, il est arrivé avec un premier cours sur la décroissance. Parce que c'est loin d'être évident, parce qu'à quelque part, les banques ont été créées avec l'idée d'avoir une croissance qui serait exponentielle à jamais. Parfait, merci. Alors, merci.
Vas-y. Bon, tout d'abord, je vais juste commencer par dire, j'aimerais ça que vous me laissiez finir tout ce que j'ai à dire avant de plugger des petits commentaires. Oui. C'est désagréable. Mais c'est assez désagréable de me faire interrompre aussi pendant que je parle. Oui. Donc, parce que vous avez été assez agressif avec moi depuis le début. Bon. C'est pas facile quand quelqu'un se contredit devant toi. Donc, tu parles de lui? Donc, tout d'abord, j'aimerais aussi, c'est un petit commentaire par rapport à la conférence en général, c'est le ton paternaliste que vous lui avez donné. Tout au long, vous avez comme semblé voulu nous contrôler, même dans nos questions, on ne pouvait pas aller au fond des choses parce que vous faisiez toujours interrompre et vous décidiez quand c'était le tour d'un prochain. Juste pour vous dire, ici au Cégep, on fonctionne plus ou moins comme ça, on est vraiment plus convivial d'habitude, et j'ai trouvé ça agressif. Ça et le pointage des personnes, ce que vous avez montré, personnellement, je trouve ça très agressif. Ensuite... je m'en excuse. Merci. Ensuite, tout au long de la conférence, vous n'avez pas arrêté de mettre le blâme de la consommation énergétique et du problème écologique sur le dos des citoyens et citoyennes. Mais en tant que gouvernement, vous êtes supposé essayer de trouver des pistes de solutions pour, à la place d'augmenter encore la croissance et la production et trouver d'autres moyens, mais de conscientiser la population à consommer moins et de mettre des réglementations et autres pour, en fait, favoriser cette décroissance de la consommation qui est en train de tous nous tuer ici. Puis, tantôt, vous avez dit que d'ici, c'est pas maintenant que ça va se faire, les solutions que vous allez apporter concernant l'électrification, mais bien dans 2030, dans 15 ans. Mais le problème, c'est que la crise écologique, là, dans 15 ans, là, ça va être tout autre chose. Là. On est maintenant dans le pic, le sommet de qu'est-ce qu'on peut atteindre comme pollution pour essayer peut-être de s'en sortir un jour sans détruire complètement tout ce qui nous entoure. On est en ce moment dans la deuxième plus grande extinction massive au niveau de la biodiversité mondiale. Puis là, vous me parlez, ouais, mais on va commencer par électrifier les transports dans 15 ans. Mais c'est pas ça qu'il faut, là. Il faut être plus concret que ça, puis aller au fond de la chose et non juste régler des problèmes de surface constamment, comme qu'est-ce qui se fait depuis des années, puis qu'est-ce qu'on fait constamment. Puis, tu sais, vous dites, il faut être réaliste, les gens, ils mangent du pétrole, nanana. OK, il faut être réaliste, mais en tant que gouvernement, puis en tant que politicien qui dit être contre le pétrole, contre ça, contre ci, contre ça, puis vous avez, tu sais, quand vous parlez, vous avez l'air tellement d'un être parfait qui ne consomme, qui est contre la consommation, puis qui... Mais il faut avoir le guts à un moment donné de mettre des mesures pour restreindre les gens, parce que, OK, oui, les gens, on a mis des mesures, on judiciarise tout le monde maintenant pour essayer de fermer la gueule à tout le monde, puis pour plein d'affaires, mais on n'est pas capable de mettre des mesures pour empêcher les gens de consommer puis de détruire la planète. T'sais, à un moment donné, c'est parce qu'il faut être un petit peu plus... Est-ce que je peux parler maintenant? Oui. Bon. Première chose, OK? J'ai pas dit que c'est dans 15 ans que les besoins d'électrification et de transport vont être mis en place. C'est pas ça que j'ai dit. Oui, ce que j'ai dit, c'est que les mesures vont être mises en place maintenant. Et l'impact massif va être en 2020, 2025, 2030. Quand tu commences, c'est une courbe, c'est une vague. Okay? Donc, les véhicules électriques, de transport collectif, de transport individuel, de transport spécialisé, okay, on va commencer à les mettre en place. Mais la masse critique va partir à peu près à partir de 2020. Parce que quand tu commences, c'est tranquillement. C'est un changement de paradigme énergétique. Okay? Se sortir du pétrole, c'est pas facile. Parce que les gens, ça coûte plus cher avoir un véhicule électrique pour le moment. Ça coûte plus cher les transports collectifs électriques pour le moment. Donc, les gens pensent à court terme. Quand tu vas chez un concessionnaire automobile et que tu t'achètes une automobile en fonction du prix à la pompe ce jour-là, tu ne penses pas dans le moyen, dans le long terme. Je te le dis, le prix de la pompe est 1,15. Les gens entrent chez les concessionnaires, s'achètent des camions et des grosses voitures. La semaine d'après, je suis sérieux, là. Le prix de la pompe monte à 1,45 et les gens regardent pour des petites voitures ou des hybrides. Donc, les incitatifs à une meilleure consommation, à moins de gaspillage, à une meilleure énergie dans les véhicules, ça, c'est des choses sur lesquelles on travaille présentement pour faire en sorte que les gens s'achètent des véhicules qui consomment moins. On part effectivement d'un paradigme où on encourageait la consommation à outrance. Et mon gouvernement est loin d'être parfait dans ce domaine-là. Je suis d'accord avec toi. OK, c'est vrai, tu as raison. Pour le moment, là, j'essaie de faire en sorte que les gens se découragent d'acheter toutes sortes de cochonneries, et c'est ce que je dis dans mes discours.
Je suis au sein d'un parti social-démocrate. Je ne suis pas au sein d'un parti écologiste radical. Je suis absolument... Oui, là, si tu me laisses parler, je vais te répondre que je ne suis pas d'accord du tout avec toi. Et quand tu me parles d'un ton paternaliste, OK, je m'excuse, mais le fait que je parle de ces choses-là, je parle de ça avec conviction, c'est pas du paternalisme. OK? Quand je dis que c'est la faute de tout le monde, je n'ai pas dit que c'est la faute des citoyens tout seuls. Les gens qui ont bien écouté ont dit qu'il y avait aussi la responsabilité des industries. C'est faux. C'est faux. Ça fait partie justement des choses sur lesquelles je travaille aussi. OK? Puis quand on veut parler de courage politique, j'ai mis ma face sur une pancarte puis je me suis fait salir pendant des mois. Sais-tu ce que ça représente, ça, pour une personne? Si c'est pas du courage politique, je ne sais pas c'est quoi. Ma mère est presque morte à cause du salissage dont j'ai fait la preuve, moi, dans les médias. Si ça, c'est pas du courage politique, de venir ici et de vous parler, je ne sais pas c'est quoi. Je peux te dire une chose. Non, mais j'ai fait preuve de courage politique. Parce que j'ai décidé de mettre mes tripes à terre pour des choses pour lesquelles je crois. J'ai décidé de mettre mes tripes à terre pour faire en sorte qu'on électrifie les transports, qu'on ait une énergie plus verte, pour qu'on sorte de l'amiante. Même j'ai eu des menaces de mort. J'ai la police qui est débarquée chez moi à plusieurs reprises quand j'étais militant. Elle est débarquée chez ma mère. Fait que non, personne ne m'a obligé à le faire. Veux-tu que je te dise? Le PC se relève de Montréal. Ville de Montréal. Faux. Non, c'est faux. OK? Mais bref, là où je vais en venir, OK? Je comprends ta colère. Je n'étais pas sur ce sujet-là. Mais là où je vais en venir... Non, mais attends un peu, on va finir là-dessus. Là où je vais en venir, OK? Je comprends ta colère, je comprends ton indignation, parce que moi, je la vis depuis 20 ans. OK? Et les solutions que j'ai choisies, et le fait d'être politicien, et le fait d'être député, et le fait d'être ministre de l'Environnement puis de me faire planter, pourquoi? Parce que j'étais trop pauvre pour payer mon loyer, non 12 ans. OK? J'ai avalé ma pilule et je continue à faire en sorte de militer pour que le Québec soit plus vert. C'est pas parfait, tu as absolument raison. Mais je peux te dire une chose. En un an, le PQ a fait plus que n'importe quel autre gouvernement d'Amérique du Nord en matière d'environnement. Que ce soit pour l'amiante, que ce soit pour l'uranium, que ce soit pour le nucléaire, que ce soit pour le transport collectif, que ce soit pour l'électrification des transports, notre bilan n'est pas parfait, tu as absolument raison. Et ça me frustre aussi des fois. Je peux te dire une chose. Je ne fais pas ça pour la paix. Je fais ça parce que j'ai à cœur l'avenir écologique et économique du Québec. Mais ça me fait plaisir de venir ici pour m'obstiner avec vous autres, parce que vous autres, vous êtes pareils comme moi, parce qu'on a à cœur le Québec. Et vous voulez faire plus, et je voudrais faire plus, mais c'est ensemble qu'on va le faire. OK? Je te remercie. OK, j'avais une question, c'est que dans ce plan-là, on a beaucoup de mesures, de stratégies, mais ce que je me demandais, je trouvais qu'il n'y avait pas beaucoup d'analyse ou d'estimation des retombées ou des impacts. Par exemple, parce qu'on dit par exemple, on va mettre des autos électriques, ça va améliorer la balance commerciale du Québec, tout ça. Et j'ai pas vraiment vu de calcul qualitatif. Est-ce que c'était en dehors du mandat? Non, en fait, tu as raison. C'est parce que le document, tu sais, quand le gouvernement Charest a présenté son plan d'électrification et transport, c'est un dépliant de 20 pages. Notre plan, comment dirais-je, abrégé, avait 110 pages. Parce qu'en arrière de ça, il y a une analyse en profondeur qu'on a faite, qui est un document de réflexion à la base du plan d'électrification et transport, qui est à peu près 200 pages. Fait que donc, le document complet à 350 pages, mais comme les journalistes en lisent 4, on considérait que c'était assez. Fait que si tu veux te référer à une analyse de fond pour ramener sur ces données-là, il faudrait que tu te réfères au document d'analyse de dépenses. Il va l'être dans une couple de semaines. Okay. Parce qu'une autre question, c'est est-ce que vous avez lu le plan de franchissement des combustibles fossiles du Danemark d'ici 2050? Oui. Est-ce que ça veut dire que le Danemark va se débarrasser de sa dépendance au pétrole dans 37 ans? C'est leur plan. Oui. Est-ce que oui? Non, mais ce que je veux dire... D'ailleurs, c'est qu'aux
au Danemark, dans leur plan, ils ont dit de façon claire que les transports ne nous aveuglera pas d'ici la prochaine décennie. Ça va prendre 30 à 40, d'ici 2050. Donc, ce que je me demandais, c'est dans votre plan qui est seulement de 2013 à 2017. Puis c'est ça, comme je disais, il faudrait que je regarde l'autre plan. Là, vous dites que vous avez fait une analyse plus poussée. Mais je me demandais si vous aviez vraiment une vision à long terme, parce que d'ici 2017, je pense pas qu'on va être capable de... Donc, en mettant, je ne sais pas, c'était 10 000 voitures électriques qui représentent un quart de 1% de c'est rien. C'est absolument rien. Donc, vous êtes conscient que vous êtes vraiment loin. On est vraiment loin du compte, mais il faut commencer avec une base solide. Et tu as raison, dans l'analyse du reste, parce qu'on ne peut pas budgéter pour 20 ans. Pourquoi pas? Parce que le Danemark le fait, il a fait son budget, puis j'ai vu, c'est très bien expliqué, une analyse des résultats et un focus sur les résultats vraiment. Puis on dit aussi comment cette stratégie va être financée, elle va être autofinancée, donc c'est les consommateurs d'énergie, donc les industries et les compagnies qui vont payer les deux. Alors qu'au Québec, dans le plan, ce que j'ai vu, c'est un plan où on dépense 516 millions, qu'on ne sait pas d'où vient 516 millions. Non, c'est marqué d'où vient le 516 millions. C'est marqué d'où vient le 516 millions. Donc, il vient du fonds vert. Le fonds vert vient de la fraction d'essence. Oh, oui, c'est marqué. Je l'ai lu pourtant en profondeur, j'ai pas vu. J'ai vu seulement une colonne de chiffres. Donc les sorties, j'ai vu aucune entrée. Mais comme vous dites que vous avez un plan sur 200 pages. Oui. En fait, ce qui est important que tu saches, tu as absolument raison de dire que c'est un plan. On analyse les 4 premières années, mais après ça, tout ce qui est le reste, ça fait partie des choses sur lesquelles on va travailler pour les prochaines années. Parce que comme le plan d'électrification et de transport est un plan qui se déploie sur le moyen et le long terme, on a réfléchi au moyen et le long terme. Et c'est pour ça qu'on parle de 2025 et de 2030. Mais je t'invite à lire ce plan-là, qui a été écrit par Vincent François, qui est un ingénieur en informatique, qui travaille avec moi, par Denis Lang, qui est un ancien sous-ministre à l'énergie, un économiste, un ingénieur et un astrophysicien, par Jean-Marc Pelletier, qui est un ancien chercheur de l'IREC, et par Pierre Langlois, qui est un physicien qui a écrit Rouler sans pétrole. C'est beau? C'est beau, merci. Ben, je vous remercie.